Bon, bah, merci en tout cas à tous les deux avec votre point de vue un peu différent finalement, un peu rétrospective et nationale et un peu plus. Alors moi, je vais vous faire réagir évidemment, je vais être un peu provocateur, hein, vous me connaissez, euh, à deux tendances que j'ai l'impression de vivre, en tout cas de regarder. Je suis accroché. La première tendance, c'est effectivement, alors ce que disait Sophie au début, on a eu une évolution du changement de notre administration et de l'administration dans l'université, où au départ, effectivement, c'était le ministère d'un côté qui faisait les actes de gestion, et j'ai tendance à penser que c'était les pairs, les enseignants-chercheurs, les professeurs qui faisaient la politique scientifique et qui faisaient l'université. Et donc on est un peu, on a l'habitude de définir l'université historiquement comme une anarchie organisée, c'est-à-dire le processus de décision, la technologie du processus de la décision n'est pas véritablement formalisée, mais quelque part on recrutait un professeur, il créait son DEA, il créait voilà. Je pense qu'on est passé à quelque chose qui est une bureaucratie très mécaniste avec une technostructure. Et moi, je vois une inflation administrative, alors à Paris-Saclay, mais je pense que c'est vrai ailleurs. Et j'ai l'impression quelque part que l'État a renoncé effectivement à faire ses actes de gestion, à internaliser finalement un certain nombre de... Bon, on est clairement à international. Le fait de rationaliser l'usage des moyens et à donner ça à l'administration dans les universités. Moi, j'ai souvenir des documents contractuels qu'on avait. L'État définissait chaque ligne de dépenses, enfin de crédit, les emplois sur telle action. Et tout ça, maintenant, ça a été avec les RCE complètement internalisé. Et on a demandé quelque part à l'administration de rationaliser tout ça. Donc, on est vraiment passé de cette anarchie organisée où finalement on ne se souciait pas tellement des moyens et on développait des activités un petit peu de recherche ou de formation un peu en fonction du professeur qui était recruté ou qui était là, à quelque chose de beaucoup plus rationnel là-dessus. Et donc il y a un peu le syndrome de l'hôpital, hein, faut être clair. Moi je le vois un peu comme ça. Et ça, c'est la première tendance que j'identifie. La deuxième tendance, je vais être un peu encore plus provocateur. Vous avez été directeur généraux des services. Oui, réfléchissons un peu à la terminologie, à la sémantique d'être secrétaire général à directeur général des services. Pour moi, le secrétaire général de l'université, il avait vocation à être le garant du bon fonctionnement administratif. Il préparait les instances, il mettait en application les décisions prises par les instances. Le directeur général des services, il fait du pilotage. Il participe à la stratégie. C'est un chef d'orchestre et la mise en œuvre de la stratégie. Si on regarde un petit peu. Et donc, ce changement n'est pas anodin. Ce changement n'est pas anodin de passer d'un service du personnel à une DRH. De passer de services centraux. Et moi, je regrette, je maintiens le terminologie de services centraux parce que c'est une administration au service. Les directions générales, c'est des directions centrales, elles dirigent. Et pour moi, ce changement de terminologie, que ce soit sur secrétaire général versus DGS, services centraux versus direction centrale, en fait, c'est pas véritablement anodin. La place de l'administration dans les universités a fondamentalement changé. Ce qu'on leur demande n'est pas du tout. Il y a de nouveaux métiers, ça c'est clair. Et il y a une forme d'éloignement aussi. Alors peut-être à Paris-Saclay, mais il y a une forme d'éloignement de l'administration. Alors, des usagers, des enseignants-chercheurs. Et encore hier, j'ai vu débarquer dans mon bureau un étudiant me demandant où est-ce que je vais récupérer mon diplôme. Alors, je ne l'ai pas gardé et je ne l'ai pas refait revenir à 14 heures, mais on a effectivement ce changement d'administration. Donc, voilà deux tendances sur lesquelles j'avais envie de vous faire réagir. Sur la première tendance, sur la première tendance que donc tu identifies, Serge, une forme de, tu regrettes, enfin, ou tu dénonces plus ou moins une bureaucratisation, c'est ça, une inflation bureaucratique
et une rationalisation des moyens. En gros, pour toi, il y a une espèce de translation, ce que l'État a appliqué aux universités dans le cadre du dialogue contractuel, un certain nombre de choses. Alors, ce qu'il faut revoir aussi, c'est l'historique du dialogue contractuel. En effet, au départ, fin des années 90, dans le dialogue contractuel, l'administration centrale, elle a aussi évolué. Donc, à l'époque, chaque bureau de l'administration centrale gérait une ligne du contrat d'établissement, en gros. Et évidemment, quand on faisait le dialogue contractuel, on avait 50 personnes autour de la table de l'administration centrale et 3-4 de l'université. Ou peut-être 10 quand on essayait dans les grandes universités, où il y avait peut-être 10 personnes. Mais voilà. Et c'est vrai que c'était un processus assez bureaucratique. Mais ce qui est quand même notable, c'est la question de doter les universités d'un projet. Ça, c'était quand même le point positif de cette mise en place de la contractualisation. Bien sûr qu'il y a eu des indicateurs, bien sûr, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute cette période de temps, il y a aussi un sujet d'augmentation du nombre d'étudiants et pas d'augmentation des moyens à due proportion. La question, elle est là aussi, c'est qu'au début du dialogue contractuel, on a des moyens. Aujourd'hui, bon, je te laisse regarder ce qu'il y a dans le budget 25, pour même pas parler du 26. Voilà, et on voit bien cette tendance. Et c'est vrai qu'après, quand les universités donc se sont emparées, enfin, ont été un peu plus mûres, ou un peu plus mûres en matière stratégique, elles ont reproduit en interne les dialogues de gestion avec les composantes, etc., etc. Oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est une bureaucratisation pour autant, ou est-ce que, comme les moyens devenaient rares, on a essayé aussi de mettre sur la table un état des lieux? On a essayé de se dire, bon, de toute façon, on a plus d'étudiants, on a moins de moyens, donc comment on fait? Comment on alloue les moyens en interne? T'es économiste, non? L'allocation des moyens rares, ça doit te parler. Voilà. Et donc, ça a été internalisé. Ça a été internalisé par force. Par force, comment veux-tu faire autrement? Moi, voilà, quel autre mode d'allocation de moyens on peut faire? Au début, il y avait un beau modèle, etc. Mais c'était un modèle qui travaillait pour allouer des moyens supplémentaires. À partir du moment où il n'y avait plus de moyens supplémentaires, le modèle s'est complètement grippé. Et on en est là encore aujourd'hui, c'est-à-dire une dizaine d'années après l'arrêt du modèle, le fameux modèle sympa. Voilà. Et c'est vrai que l'inducteur de coût dans les universités, c'est quand même le nombre d'étudiants. Après, il y a les mètres carrés, etc. Mais c'est des choses qui sont pas, sur lesquelles on ne peut pas agir en 5 minutes. On ne peut pas se doter. On sait très bien qu'il faut 10 ans pour construire un bâtiment dans une université, par exemple. Alors que ces dernières années, la croissance des étudiants, elle a été telle qu'il aurait fallu créer un certain nombre d'universités. On n'a pas fait. Donc les universités, elles ont eu ce défi d'absorber la massification sans forcément avoir les moyens. Là-dessus, je te rejoins. Mais pour moi, l'inflation administrative, je ne la vois pas dans le même sens. C'est-à-dire qu'en effet, en plus avec, donc là, il y a le dialogue contractuel qu'on évoquait, mais il y a aussi le fait que l'université donc a récupéré, on va dire, en matière d'autonomie, l'ensemble de la gestion de ses moyens qu'elle n'avait pas avant. Sa masse salariale des personnels de l'État, elle ne les gérait pas. Donc maintenant qu'elle les gère, il faut bien des personnels en capacité de les gérer. Donc forcément, on a de nouvelles compétences et de nouveaux personnels aussi. Ça ne s'est pas fait forcément à moyens constants. Donc, il y a une montée en compétences des agents. On a plus de cadres qu'on avait avant. Avant, une université, on avait des secrétaires pédagogues dans les composantes, et pas souvent des cadres. Maintenant, on a besoin de cadres. On a toujours des secrétaires pédagogiques, et c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Avant, on avait ce modèle avec l'enseignant-chercheur et sa secrétaire qui portait les copies, quoi. En gros, ça a évolué. Et c'est une obligation. Enfin, je veux dire, voilà ce que je peux dire sur la première partie. Sur DGS, je vais laisser répondre Julien. C'est lui le DGS. Je voulais juste, moi aussi, être un peu provocateur. Tu évoquais le temps béni où, a priori, un professeur crée son DEA tout seul. Mais une précision, j'identifiais 2 tendances sur lesquelles je voulais vous faire réagir. Je n'ai pas pris position en disant que je regrettais le temps ancien. Non, tu soulignais qu'il fut un temps où un ancien chercheur pouvait créer son DEA spontanément. Je dis simplement que est-ce que c'est la faute de l'administration si les anciens chercheurs ont voulu créer le collège ceci pour analyser la proposition du collègue qui veut créer son DEA pour l'aligner avec... Je veux dire, l'administration, elle est contrainte de suivre toute cette façon de raisonner, de décider, etc., dans cette anarchie organisée que tu évoquais. À aucun moment, l'administration n'a imposé que ce soit autrement que quelqu'un qui arrive et qui remplit effectivement voilà ce que c'est les ECTS et voilà ce que je vous propose. L'administration doit suivre, faire en sorte qu'ensuite, une fois que la décision est prise à travers X instances, là c'est plus le code de l'éducation qui contraint d'ailleurs, pour que ce soit validé à X niveau,
pas de capacité de délégation de la décision, etc., pour ensuite devoir mettre en œuvre. Donc voilà, l'administration me semble être la seule responsable de cela. Ensuite, sur la titre, moi, comme je l'ai dit, d'ailleurs, je crois l'avoir dit pendant mon exposé, on est au service d'eux. Donc finalement, la dimension de parler qu'on organise des services plutôt que des directions, et la notion de pilotage à l'université, tu le sais, on n'a pas forcément une grosse culture du pilotage à l'administration. Je ne crois pas que tu nous aies souvent vu arriver avec des chiffres clés en disant on doit faire ceci parce que regardez, etc. Peut-être d'ailleurs qu'on n'a pas assez de culture d'objectiver certaines problématiques pour dire allez, comment on travaille à partir de cela. Donc aujourd'hui, après la tendance, je veux dire, c'est pas Paris-Saclay qui a défini cette idée d'aller du secrétariat général vers la direction générale. C'est une tendance nationale, globale, et c'est vrai qu'on a une responsabilité, oui, de diriger un collectif vers quelque chose. Après, est-ce que pour autant les entités au sein de la direction générale des services devraient porter le nom de direction plutôt que de service? J'avoue que c'est de la sémantique. J'entends ce que tu veux dire. Ça dénote quelque chose. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'enjeu est d'organiser l'administration au service d'eux. En effet, de remettre le service au cœur du projet d'administration. Reste le garant du bon fonctionnement de l'administration. Ça reste quand même sa mission. Ça n'a pas changé. Si je peux me permettre juste une petite réflexion sur ce point, le temps du professeur qui crée son DEA, c'est assez intéressant comme envie, de le mettre en perspective, parce que finalement tu dis c'est pas Paris-Saclay, c'est une tendance générale. Oui, c'est une tendance générale, et cette tendance générale, potentiellement, on peut, là je suis un peu aussi iconoclaste, la dénoncer en considérant que une université précisément ne s'administre pas comme un hôpital de ce point de vue-là. Donc on peut s'interroger sur cette tendance à la bureaucratisation, à la création de collèges qui vont réfléchir et contrôler sur la question de savoir si, oui ou non, ce Master 2 ou ce DEA est nécessaire pour assurer la formation, etc., etc. Là où je rejoins Serge quand même sur... je ne pense pas qu'il visait spécifiquement Paris-Saclay, mais là où je rejoins Serge quand même sur la problématique Paris-Saclay, c'est la question de la coordination. Et la question de cette coordination-là, elle est très problématique dans le périmètre Paris-Saclay, qui est extrêmement large et qui peut poser de grandes difficultés de création. J'en sais quelque chose puisqu'on a créé un Master 2, un Master 1 de droit pénal et sciences criminelles, et ça a été, on a eu des barrières à l'entrée qui étaient absolument colossales, alors qu'ils ne sont pas liés qu'à l'administration, hein. Mais le fait est que d'expérience, je sais que c'est extrêmement compliqué de créer une formation. Donc, juste sur ce petit point, et là je rejoins Serge totalement sur cette idée. Ce temps où un professeur avait une idée parce qu'il y a un besoin, parce qu'il ressent le besoin dans sa composante ou dans son université plus largement, cette idée, elle va être vite, perdue du fait des embûches auxquelles il va être confronté. Et donc, finalement, cette idée, il ne va pas la mettre en œuvre. Parce que il y a un coût. Là je reviens sur la problématique économique, hein. Il y a un coût d'entrée, un coût de transaction qui est tellement élevé qu'il abandonne son idée et qui fait ce qu'il fait habituellement de manière très robotisée, parce que c'est un petit peu ça, sans avoir le plaisir de la création d'une nouvelle formation qui pourrait apporter à sa communauté. C'est plus la limite des moyens. Je ne sais pas si c'est une question des moyens, parce qu'au fond, ce Master 1, il a été créé à partir de l'existant. Et pourtant, il répond à un besoin des étudiants qui vont s'y inscrire, qui ne vont plus déserter Jean Monnet au profit de Paris 1 ou Paris 2, voire de Bordeaux ou d'Aix qui proposaient la même formation. Nous, on ne la proposait pas. Voilà, ce sont des choix qui permettent de retenir des étudiants et qui, pour moi, ça me semble un impératif colossal de se dire que la marque Paris-Saclay doit devenir
et là je le dis, une concurrente de potentiellement Assas ou Sorbonne, de ce point de vue, où les étudiants sont captés, où on n'est plus une composante qui nourrit des formations ailleurs, mais qui nourrit nos propres formations. Voilà. Si Ça, après, c'est une question de projet aussi. Si je peux me permettre, ça c'est bon, il y a un sujet lié à la complexité même du projet Paris-Saclay. Là, c'est inhérent au projet. Donc, c'est sûr que quand on était au temps de l'université de Orsay, c'était plus simple, mais c'était pas la même ambition non plus, c'était pas le même projet. C'est sûr que là, ce projet, il est ambitieux. L'État a quand même mis un certain nombre de moyens sur le site de Paris-Saclay aussi, et donc forcément, il y a l'attente, elle est forte. Mais c'est vrai qu'en interne, je crois que c'est ce que Julien a aussi expliqué dans sa présentation, c'est qu'il y a eu une sorte de confrontation entre deux cultures administratives qu'il faut gérer aujourd'hui, quoi. Et c'est cette agilité qui a été un peu perdue, ou parce qu'on était plus petit, etc. La proximité, elle est hyper importante, cette notion. Moi, pour bien avoir connu une autre université francilienne qui s'appelle Marne-la-Vallée, enfin maintenant qui s'appelle Gustave Eiffel, elle a un peu les mêmes problèmes, toute proportion gardée avec Paris-Saclay. C'est-à-dire avant Marne-la-Vallée, qui était une université de ville nouvelle, très agile, où tout le monde se connaissait. Bon, elle a grossi, elle a intégré un EPST, qui est l'IFSTAR, donc c'est une spécificité, ça permet de faire sauter les cloisons. C'est en ce sens que c'est la même ambition que Paris-Saclay. On veut décloisonner la grande école qui est de l'autre côté de la rue, qui est l'école des Ponts, l'ONR de l'autre côté, qui est l'IFSTAR, etc. Mais c'est pas simple au quotidien. Et pour un certain nombre de personnels administratifs qui ont vécu, qui sont là depuis quasiment le début, qui sont probablement pas loin de la retraite, pour eux, c'est incompréhensible. Et ça a généré de la complexité. Et c'est pareil pour les enseignants-chercheurs qui arrivent dans ces structures. Ils mettent un temps à comprendre comment ça fonctionne, qui est assez long. Mais en même temps, à contrario, Serge et moi, nous étions en thèse à Nanterre, en économie, il y a quelques années en arrière. On a vécu la même expérience que Julien à Paris 1, c'est-à-dire que pour obtenir des relevés de notes, fallait être endurant, quoi. Et pourtant, alors c'était Nanterre, il y avait quand même pas mal d'étudiants à l'époque, mais bon, l'administration était assez de proximité. Mais c'était pas si simple d'avoir une réponse de l'administration. Moi, je me rappelle très bien. Donc, il y a aussi une évolution, je pense, de la culture. Oui, il y a une évolution. Et le fait majeur, c'est vraiment l'augmentation du nombre d'étudiants, cette démocratisation, cette massification et les moyens qui n'ont pas suivi. Je crois que, alors, c'est pas parce qu'on va rajouter plein de moyens que tout va marcher mieux. Mais enfin, aujourd'hui, on voit bien qu'avec un moyen constant, c'est compliqué, quoi. On a un peu de mal à simplifier. C'est toute la question de cette mission-là dont on parlait aussi tout à l'heure, la simplification de l'appui à la recherche. À complexité constante, à moyens constants, ça devient difficile, quoi. On voit bien. C'est sûr que demain, les organismes de recherche seraient peut-être pas contre à laisser leur personnel être géré par les universités si on était capable d'assurer le même niveau de qualité de service, etc. et sans retrait de poste, quoi. Ce qui aujourd'hui n'est pas complètement le cas. Donc voilà, on voit bien. Je vais poser une question. Bonsoir, merci de vos interventions. Antoine Latreille, vice-président patrimoine. Vous avez l'un et l'autre, alors soit pour l'évoquer comme étant une tendance lourde sur laquelle nous sommes incités, donc citer la politique de site, ou du côté de Julien pour la vivre de façon intense dans le cadre de la construction de l'université Paris-Saclay. Je voudrais savoir si cette tendance qui peut être envisagée comme une tendance lourde dans l'avenir des universités, de leur administration, doit aboutir à des évolutions majeures dans l'administration même de l'université, du point de vue de l'inspection générale, s'il y a eu des réflexions. En tant que moi-même, je ne m'exprime pas en inspection générale. Attention, je ne l'ai pas précisé, mais je le redis clairement. Si de votre point de vue, ça doit impliquer des évolutions dans le fonctionnement, alors je ne parle pas forcément de la gouvernance, mais de l'administration même, notamment en termes de mutualisation de services, par exemple. Et puis comment Julien envisage ça, alors, indépendamment de l'IDEX, etc., et financement supplémentaire, mais si globalement, on pourrait arriver à terme à une imbrication des administrations qui fasse qu'on ait une administration centrale permettant d'envisager des services globalisés sur l'ensemble du site. Je te laisse répondre, puisque là, c'est sur ce Paris-Saclay. Alors, non, mais
Je pense que ce qui est important, c'est ce que j'essaie d'indiquer en conclusion, c'est d'être en capacité de comprendre déjà les compétences nécessaires à faire bien vivre l'université, d'identifier où elles sont dans notre collectif de travail pour les mettre en synergie. Donc ça paraît un peu hors sol ce que je dis, mais concrètement, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un existant, il y a des collègues aujourd'hui qui sont dans des services, en composantes, et qui peuvent être à Centrale Supélec, à la faculté des sciences, dans une direction centrale, etc. Et bien évidemment, la liberté, la capacité à mettre en synergie ces différentes ou des compétences, ça peut être au niveau d'un service, d'une personne, etc., dépend du paysage politique. Aujourd'hui, là où on a le plus de maturité pour le faire, c'est certains types de métiers. On l'a vu, par exemple, la santé étudiante, les bibliothèques. Là, on a créé des services à l'échelle de l'université, au sens y compris de l'établissement expérimental. On voit bien que des expertises, on a historiquement aussi sur la gestion du réseau informatique, etc. On a été capable de créer des services où effectivement, après les gens peuvent être rattachés dans différents endroits de l'organigramme, mais ils travaillent ensemble. Ils ont une cohérence fonctionnelle au moins, une dynamique fonctionnelle. Donc je trouve qu'on a intérêt à trouver tous ces équilibres-là. Pour le coup, on parlait de pilotage, constater là où une même compétence ne va pas être, ou en tout cas on va attendre de personnes qui n'ont pas du tout le même profil, la même mission, le même service. C'est ce que j'évoquais pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il faut qu'on fasse aussi cette cartographie de compétences pour la faire évoluer et pour la mettre en synergie. Après, ça peut se traduire par un guichet unique, un centre de compétences partagées, mais ça peut tout simplement se traduire par on évoquait les secrétariats pédagogiques ou on peut penser aux écoles doctorales, un collègue qui accompagne une école doctorale, il faut qu'il soit en proximité, il faut qu'il soit ou dans la composante ou même à l'échelle de l'école doctorale très directement, mais il faut qu'il ait tel type de profil et ça n'empêche pas qu'il fasse communauté métier avec les autres collègues d'école doctorale à l'échelle de tout le site. Donc il y a des manières différentes pour moi de mettre en synergie ces compétences en fonction justement en s'adaptant à quel type d'usager je desserre et quel type de service je suis en train de mettre en œuvre. Et toute la complexité, déjà, il faut faire maturer ça. C'est-à-dire que les communautés se connaissent. Il faut que les réseaux, c'est un peu comme la recherche ou la formation, hein. Il faut que les gens se connaissent, puissent travailler ensemble pour créer ces dynamiques. Après, j'évoquais le turnover. Là, on a eu parfois des moments de maturité où on était presque sur le point de faire ces alignements, ces regroupements, etc. Et il suffit d'un acteur qui a porté la chose. J'évoquais les projets qui avaient été mis en place. Il y a eu effectivement, là, pour le coup, des directions ou des directeurs, directrices, des préfigurateurs qui ont porté les choses et il suffit que la personne s'en aille. Ça peut faire casser, tant que c'est pas consolidé, tant que la mise en place, la mise en œuvre n'est pas aboutie, ça peut casser une dynamique. Donc c'est vrai qu'il y a de l'expérimentation là aussi, de rapprochement, etc., de structure, mais on voit quand même il y a des niveaux de maturation et là on arrive à des niveaux de maturation sur par exemple le numérique, on voit bien qu'on va évoluer, mais on va le faire, je dirais, progressivement. Mais la volonté je veux surtout pas donner l'impression, le but est surtout pas pour moi d'avoir une direction qui régit tout, etc. Je pense justement que le rôle d'une direction mûre demain, c'est d'être capable de mettre en synergie ses compétences, de les animer, de faire vivre les pratiques, etc. Je crois que c'est plus un rôle de coordination et une place où certaines expertises qu'on n'a pas les moyens d'avoir X fois, on s'assure qu'elle est présente et elle est en complémentarité avec les autres expertises existantes sur l'ensemble du terrain. Voilà. Mais le faire à l'échelle d'administration des grandes écoles, de l'université, des composantes, etc., ça demande une maturation dans le temps et c'est progressif. 10 ans à Paris-Saclay. Ouais, au moins. Alors, on avait une question d'Emilia Robin à distance. Alors, Emilia qui est intervenue dans le... Voilà. Exactement. Voilà, c'est relativement à ton intervention, justement. Mais donc, Emilia, si tu nous entends, tu veux peut-être prendre la parole. Je crois qu'on t'entendra dans la salle. Sinon, je lirai ta remarque. Vas-y. Je crois que tu as pris le micro, mais je suis... Je crois qu'elle peut pas. Alors, je peux lire la remarque.
C'est une remarque, c'est pas une question, mais qui appelle, je pense, quand même C'est une correction de choses. Sur un point, Julien Sampéré soulignait que l'espace Saclay est né d'une volonté politique. En réalité, cet espace est créé sous l'impulsion de deux volontés au pluriel, de volontés politiques au pluriel, parfois convergentes, parfois contradictoires, souvent désarticulées. Par exemple, le projet de cité des grandes écoles, qui n'a abouti que sur la seule venue de Polytechnique, visait à créer une université technologique de haut niveau au service des grands corps, sans aucune coordination avec la faculté d'Orsay, relevant de l'éducation nationale. De nos jours, l'OIN, et elle note, permet de porter un projet sur le long terme avec une vision explicite. Mais sa mission est de créer des infrastructures. Elle reste forcément traversée par des contradictions entre objectifs politiques superposés ou successifs. Cela a un impact sur les administrations d'établissements de cultures différentes qui doivent les mettre en œuvre. Effectivement, c'est assez intéressant de constater qu'historiquement, il y avait quand même un cloisonnement au fond qu'aujourd'hui, on cherche justement à gommer. Mais merci Emilia, le but était effectivement, je disais bien pionnier au pluriel tout à l'heure, mais effectivement, et aujourd'hui ce qui est symboliquement intéressant, c'est que la gouvernance de l'université Paris-Saclay est dans les mêmes murs que l'administration de Centrale Supélec, par exemple. Enfin, ça encourage aussi, on parlait de la proximité, ça encourage des synergies, ça, voilà. Donc effectivement, on n'a pas évoqué l'Université Paris-Saclay, c'est des territoires, hein, voilà, la faculté Jean Monnet à Sceaux, l'IUT, Crémain-Bicêtre. Donc, aussi, mettre en synergie une administration qui est sur plusieurs territoires, c'est aussi un enjeu autre qu'une administration. Même, voilà, on évoque Assas, effectivement, il y a une identité forte, même s'il y a des sites délocalisés, mais on voit bien que oui, mais par niveau, enfin, c'est-à-dire que ça correspond quand même à une progression dans le cursus académique, etc. Voilà, donc c'est vrai que nous, on a cet enjeu aussi de continuité de l'administration sur plusieurs territoires. Panthéon Assas, c'est une petite précision, il y a quand même un premier cycle à Melun. À Melun, oui. Alors justement, si on prend cet exemple-là, il est assez symptomatique par rapport à ce qu'est Sceaux, puisqu'à l'origine, c'était l'ancien Melun de la rue d'Assas. Et donc, on a été dans une dynamique complètement différente, donc de création ensuite sur ce petit centre juridique de Sceaux qui existait à partir de 1968. Pour y créer une faculté de plein exercice. La vraie gageure, c'est de s'interroger sur, au niveau macro pour Paris-Saclay, que fait-on précisément des éléments qui peuvent apparaître, en tous les cas de prime abord, sur un niveau plus élevé universitaire, comme étant précisément des éléments universitaires de site. Et là, je pense directement à l'accrochage, entre guillemets, des universités 2000 qui ont pu être mis en place. Je pense à Évry et Versailles en particulier. Par rapport à ça, c'est la création de Melun, elle intervient à un moment où justement, il y a ce besoin de le délocaliser. Alors, on ne choisit pas Melun par hasard parce qu'il y a l'école de gendarmerie, etc. Mais on est dans une mécanique qui est un peu... On a quand même l'université de Marne-la-Vallée qui est créée à ce moment-là. Exactement. Qui est censée être l'université de Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne, oui, voilà. Et qui s'est construite, elle, pour le coup, parce que là, je connais aussi assez bien l'histoire, contre les collectivités et pas avec. Ce qui n'est pas le cas du tout d'ici, par exemple, ou de Panthéon-Assas, bien évidemment. Mais il y a ce sujet-là aussi. Les territoires, là, on a parlé des partenaires extérieurs et les collectivités territoriales sont des partenaires importants pour les universités, bien sûr. Et on sait bien qu'il y a des sites, les fameuses antennes universitaires, elles existent par la volonté des exécutifs locaux qui donnent par exemple des bâtiments, qui mettent à disposition des bâtiments, etc., etc. On voit bien le sujet, quoi. Et là, on voit bien qu'on a le territoire de territoire francilien, en ce sens, il n'a pas une lecture très simple en termes d'université. Il est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de... Le même schéma n'est jamais appliqué de manière identique à chaque création. Oui, parce que ne serait-ce que pour les villes nouvelles, à l'époque, c'était donc des syndicats d'agglomération nouveaux qui n'avaient pas forcément ni les mêmes moyens et ni les mêmes stratégies en matière d'enseignement supérieur de recherche. Parce que sur le territoire de Seine-et-Marne,
On voit c'est un territoire plus rural, par exemple, donc il y a une poursuite d'études qui est moins importante. Donc, on a essayé de développer l'enseignement supérieur de la recherche, mais les collectivités n'y adhéraient pas. On a implanté l'Université de Marne-la-Vallée sur la commune de Champs-sur-Marne, qui donc est une commune de 7000 habitants. Oui, j'ai plus d'11 000 étudiants à Marne-la-Vallée. Voilà, donc on voit bien, c'est pas du tout la même chose que quand on est à Évry ou quand on est à Versailles-Saint-Quentin. Oui, c'est bon. Mais d'ailleurs, on voit bien avec par exemple, les enjeux de logement étudiant, ça amène aussi l'administration à devoir interagir avec l'administration locale de manière assez prégnante aussi. Enfin voilà, il y a ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Écoutez, alors moi, enfin, une observation ou une question, je ne sais pas. Effectivement, enfin, vous avez conclu là-dessus, ça me paraît très important. L'objectif, c'est que les personnels, les anciens chercheurs, tout le monde à l'université comprennent le sens de ce que vous faites et le sens des réformes. C'est peut-être là que les choses pêchent au départ, c'est qu'il y a un certain nombre de transformations politiques qui ont été actées, qui ont été voulues. Donc la déclinaison des textes a été rappelée par Sophie Julien au début de son intervention. Certains textes sont législatifs, mais il y en a d'autres qui sont réglementaires. Et il y a peut-être le sentiment, en tout cas je crois que c'est assez partagé, que le sens n'est pas compris. C'est-à-dire que toutes ces évolutions depuis 20 ans qui se succèdent se sont faites sans grande transaction politique. On n'a pas mis au niveau national sur la scène publique la discussion, la question de l'enseignement supérieur de la recherche, la question de l'université. Que veut-on en faire? Quel est son rôle? Comment doit-elle évoluer? C'est une question éminemment politique, vous l'avez dit. Cette transaction n'a pas eu lieu, de sorte que tout le monde vit sur un modèle ancien. On est rentré dans la carrière avec une certaine représentation de ce que c'était. Et en réalité, la transformation se fait quand même. Elle se fait, mais sans ce débat, sans cette transaction politique. Donc, d'une certaine manière, en violentant un petit peu l'idéal que l'enseignant se faisait de son métier, il va se retrouver à devoir faire beaucoup d'autres choses qu'il n'imaginait pas. Ça rejoint la conférence précédente où on évoquait le malaise et le mal-être enseignant. Ça se fait parfois en interne au détriment des personnels administratifs qui subissent toutes ces transformations, vous en avez parlé, et qui, pour le cas de Paris-Saclay, voilà, ne savait plus très bien où on allait, parce que quand on était éclaté sur 3 sites avec des problèmes de gouvernance qu'on a mis en évidence, certains se disaient, est-ce que je travaille pour le tout? Est-ce que je travaille pour l'Université Paris-Saclay? Si je travaille dans une GS, comme c'est une structure transverse, en fait, pour qui je travaille? Et la compréhension n'est pas là. Et alors vous, enfin, l'administration ou le DGS, vous êtes un petit peu, alors je ne sais pas si vous vivez comme ça, mais la cheville ouvrière du projet politique. C'est qu'on vous demande de mettre en place ou de mettre en œuvre ce projet qui n'a pas été débattu, qui d'une certaine manière est imposé par le haut. Il y a comme eu une résistance forte en 2007 à la loi LRU, il y a eu une résistance forte à la LPR en 2020, tout ça est passé quand même. Et donc, voilà, la difficulté que vous rencontrez, j'imagine, c'est d'être l'interlocuteur local de la mise en œuvre de cette politique que personne ne comprend. Comment est-ce que vous vivez ça? Alors, c'est ce que... et un projet politique qui est encore en cours de consolidation et de construction. C'est-à-dire que je vous répondrai différemment si le projet était définitivement posé parce que votre boussole est arrêtée. Donc, c'est plus facile d'entraîner quand le tout est stabilisé. Or, aujourd'hui, l'ESR, avec que ce soit exogène, endogène, on n'est pas encore dans quelque chose de stable. Donc, aujourd'hui, pour moi, je vais vous répondre, en tout cas, je trouve que, mais c'est peut-être que, il se trouve que je suis arrivé à Paris-Saclay il y a une dizaine d'années et j'étais dans l'équipe de Monsieur Plan Campus, la personne qui a porté la déclinaison du Plan Campus et qui avait été par ailleurs un grand serviteur de l'État dans un autre domaine. Et quoi qu'il en soit, je crois que l'historienne de Paris-Saclay est en ligne. Donner le sens par rapport à d'où on vient, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce que ça veut dire d'être à Paris-Saclay et d'accompagner son administration en essayant de dire voilà ce qu'on accompagne. Vous voyez, alors par ailleurs, c'est peut-être aussi un biais de carrière, parce que pour ma part, j'ai plutôt une dimension, vous l'avez compris,
historienne, de conservation du patrimoine, etc., des bibliothèques. Donc, cette volonté de s'appuyer sur tout le savoir qui a pu se constituer sur notre territoire, sur les identités qui sont complémentaires. Et on peut à la fois avoir du sens parce qu'il y a l'histoire particulière de Jean Monnet où je travaille, etc. Et dans le même temps, je participe à un projet académique d'ampleur, etc. Donc, je trouve que les deux manières de donner du sens à l'administration, c'est on est au service d'usagers et mieux on offre le service, mieux on comprend le service qu'on apporte, plus on a du sens. Donc là, c'est être orienté usager, c'est une manière de répondre. Et ça serait vrai dans n'importe quel environnement. C'est le sens du service public qui s'exprime ici, de redonner le sens du service public à travers l'usager. Et la deuxième chose, c'est oui, la fierté d'être dans un environnement, un projet académique d'ampleur. C'est une chance, me semble-t-il. Et même si elle a ses complexités, ses subtilités, ses crises, ses rebonds, justement, raconter et maîtriser cette histoire, c'est une manière aussi de toujours accompagner l'histoire pour dire ça vaut la peine derrière. Et c'est vrai que quand on peut sortir la thèse de doctorat de 1982 de Michel Dévoré et dans un jury dans lequel il y avait un maître de conférence qui s'appelait Albert Fert, ben, je trouve que ça donne, on écrit quelque chose qui peut-être dans 40 ans, il y aura un prix Nobel ou autre. Et on se dira, tiens, il y a eu la maturité scientifique et académique pour produire ce genre de connaissances. Et je ne dis pas ça pour le classement de Shanghai, je dis ça pour ce que ça peut représenter comme grandeur scientifique je pense, dans notre culture scientifique. Donc voilà, je trouve ça peut donner du sens. Donc effectivement, assumer de ne pas être un administratif sec, mais d'être un administratif qui a la chair de la connaissance et de la dimension, voilà, de se sentir tout autant dans un rôle autour de l'accompagnement de la recherche et de la formation. Pour moi, c'est ce qui peut donner du sens au collectif. Oui, j'ajouterais qu'il y a une fierté en général dans les personnels administratifs sont fiers de leur université, quelle qu'elle soit, et ils ont un engagement professionnel en général qui est assez, qui est même très important. Et il y en a plein qui sont à l'université, et donc on disait qu'il y avait une faible mobilité, mais souvent ils sont attachés à leur université pour plein de raisons, parce que quand on est en Île-de-France, on peut changer d'université assez facilement. Ben, ils ne le font pas, donc il y a un attachement quand même à leur établissement, je pense, et à ce que produit l'université, à ses missions. Et je pourrais dire juste le contresens, les collègues qui sont à la maison d'initiative de sensibilisation des sciences, qui reçoivent des collégiens du fin fond de l'Essonne pour leur montrer une expérimentation scientifique, ça procure, je pense, tout autant de fierté. Donc le spectre est large pour ce sentiment-là dans notre administration. Ça dit, on peut peut-être juste relativiser avec une petite nuance qui apparaît quand même dans la question de la mobilité. Parce que, en tout cas, moi, c'est un constat que je fais ici. On a des agents qui sont là depuis 25 ans, 30 ans, 35 ans. Elles sont de moins en moins nombreuses. Il y a de plus en plus de mobilité. Intra-Paris-Saclay, certes, mais pas tant que ça, en réalité. On a quand même beaucoup d'agents qui quittent le monde de l'université pour le rejoindre autre chose. Ça peut être aussi l'enseignement supérieur ailleurs. On a de moins en moins de mobilité interne, je trouve, et de gens qui partent à la retraite et dont on se rend compte au fond qu'ils sont remplacés par des agents contractuels, ou pas d'ailleurs, et qui vont rester ici 2 ans, 3 ans, et qui s'en vont. Et c'est vrai que ça devient assez compliqué parce que à nouveau, on parle de coût à l'entrée, mais le coût à l'entrée pour entrer dans une mécanique universitaire, et je parle même pas de Paris-Saclay, est assez important. Et c'est vrai qu'en 2-3 ans, je pense que même sur des métiers supports, on n'a pas forcément fait le tour de tout ce que ça peut demander comme voilà. C'est quand même un petit changement. Est-ce que c'est le symptôme de quelque chose? J'en sais rien. Mais en tous les cas, il est assez réel, y compris dans la progression de carrière. C'est-à-dire que les gens, on leur a insufflé en tous les cas l'idée qu'il faut
être mobile pour C'est même une avancer. obligation Oui. dans certaines situations. Mais d'où l'importance des parcours d'intégration, de la formation. Enfin, c'est des piliers qui étaient peu développés pour les raisons que tout le monde a évoquées. Hein. Quand je suis là pendant 30 ans, 40 ans, j'ai été formé par la collègue qui était là depuis. Et aujourd'hui, effectivement, les tuilages, je ne parle même pas des universités qui sont obligées de geler des postes, de faire que la transmission ne peut même pas se faire. Bon, effectivement, en plus, souvent, il y a les départs, puis l'arrivée en septembre, etc. Donc, les tuilages sont pas toujours possibles. Mais effectivement, on a un vrai enjeu d'intégration, d'adaptation dans un temps court avec une volonté de garder un niveau de service correct et ça met en difficulté. D'où l'enjeu de regrouper aussi les compétences, de les mettre quand je dis regrouper, c'est pas forcément physiquement, vous l'avez compris, c'est qu'elles soient identifiées pour pouvoir aussi être en soutien quand il y a des et pouvoir intégrer ces nouveaux collègues. Question, je poursuis, mais du coup, je descends juste d'un degré sur quelque chose d'un peu plus concret. Vous aviez évoqué les injonctions contradictoires auxquelles vous êtes soumis parce que l'usager veut à la fois le contact, mais pouvoir faire les actes de chez lui, parce que l'enseignant-chercheur veut à la fois plus de simplicité, mais dès qu'on lui propose de simplifier un process, il se dit « Ah là là, mais non, je préfère garder mes différentes sources de budget possibles ». Et je me demandais s'il n'y avait pas, en tout cas derrière ce réflexe de l'enseignant-chercheur, si ce n'était pas le signe d'une certaine crainte et donc d'un défaut de confiance dans la proposition de refonte. Parce que j'ai le sentiment qu'on est tous à la recherche de plus de simplicité, notamment chez nous, cette énorme construction à multiplier les instances. Enfin, moi, je me souviens quand vous dites que la politique, elle n'est pas aboutie, elle n'est clairement pas aboutie, on se demande à un moment aussi si on savait très bien où on allait. Moi, j'étais directeur de laboratoire il y a quelques années, donc j'étais invité aux différentes réunions pour nous expliquer l'avancement du projet Paris-Saclay. Et donc, on va à des réunions, on va sur le plateau de Saclay, on nous explique ce qui se passe, et puis 1 an après ou 2 ans après, on nous explique que finalement tout change parce que telle instance part, Polytechnique se retire, et puis donc il y avait un peu le sentiment d'un avancement au fil de l'eau. Mais pour autant, voilà, le besoin de simplicité, ou l'attente de simplicité est là, parce qu'on a le sentiment de vivre quelque chose de beaucoup plus complexe. Et quand vous dites, oui, l'enseignant-chercheur, il a peur parfois de simplifier ou de la proposition qu'on lui propose et de réunir tous les budgets à un endroit, je me demandais si c'était pas tout simplement la crainte qu'en réunissant tout à un endroit, il y ait moins de budget à la fin, si vous voulez. C'est-à-dire que le fameux New Public Management ou la volonté de revoir les process a aussi une ambition, non pas seulement de mieux faire marcher le service public, mais de réduire les coûts. Et quand un ancien chercheur, on lui dit « ce sera beaucoup plus simple et tu iras chercher l'argent à un seul endroit », je pense que sur le principe, tout le monde serait d'accord, mais la peur, c'est de se dire à cet endroit-là, on va verrouiller beaucoup plus, et je préfère peut-être garder la complexité pour avoir la capacité de trouver des fonds à droite et à gauche. Et c'est là qu'il faut rétablir un lien de confiance, à la fois qu'il faut expliquer, mais qu'il faut, pour peu que vous le puissiez, parce que c'est pas vous qui décidez, hein, offrir des garanties que ça s'accompagnera pas d'une diminution des budgets. Vous voyez. Alors, je dirais, en fait, la simplicité, c'est un mot, je pense, qui est galvaudé maintenant. C'est difficile de parler de la simplification, etc. Je dirais que oui, il vaut mieux assumer et dire on va rendre ce processus plus efficace pour qu'il nous prenne moins de temps et qu'il nous dégage des moyens. Parce que je préfère largement dégager les moyens pour que l'université puisse payer plus de bourses de doctorat, payer davantage de missions ou d'organiser un colloque, en disant, en fait, on va être plus efficace sur l'administration. Maintenant, il faut faire la démonstration de ça. Il faut en faire la démonstration, donc c'est pour ça qu'il faut le faire par certains cas, etc. Et en plus, de toute façon, on ne peut le faire que progressivement parce que de toute façon, ce genre de choses, ça s'accompagne, ça se fait, et ça se fait dans un temps en investissant. Donc, de toute façon, il faut investir pour passer ce cap, etc. Donc, après, je dirais qu'au-delà même des moyens, c'est en ayant 4 sources de moyens, c'est pas tellement que j'aurais peut-être moins d'argent dans mon laboratoire, c'est
Là, les seuils des marchés sont à 50 000, là, ils sont à 20 000, là, je peux passer, là, c'est plus facile pour avoir mon billet d'avion en le prenant directement, mon billet de train, pardon, en le prenant directement sur la plateforme, machin, alors que là, ils vont pas me laisser le faire, parce que là, la gestionnaire, elle a les droits pour outrepasser. Il y a ça aussi derrière, il y a tout ça. Donc, si vous faites pas vous n'avez pas confiance, les premiers retours qu'on a sur la plateforme de mission nationale, c'est ouais, mais si je le prenais par moi-même et tout, ce serait moins cher. Et comme en plus c'est l'argent du labo, ce serait quand même mieux. Et oui, là on est contraint non pas on est contraint par des cadres qui sont au-delà de l'université. Donc nous, ce qu'on essaie de faire et ce qui a été constaté dans Simplification Recherche, ça a été vraiment de donner le plus de marge possible et d'aligner le plus possible vers le haut les autorisations d'engagement, etc. Et dans ces cas-là, si dans votre environnement, vous avez les mêmes possibilités, peu importe l'opérateur, vous aurez plus confiance aussi dans le faire. Bon, peu importe, j'ai plus besoin que l'argent soit là parce qu'avec le scénario, je peux faire ça, avec sa clé, je peux faire ça et tout. Dans tous les cas, je pourrais le faire, donc autant que les moyens sont regroupés parce que j'aurais plus à faire de transfert, etc., ou un bout à droite, un bout à gauche. Donc c'est aussi des conditions dans lesquelles j'agis administrativement doivent être facilitées, me semble-t-il, pour créer ces conditions de confiance. Et pas se dire il faut que la gestionnaire ou le gestionnaire soit à côté de moi pour qu'il me fasse le truc. Et j'aurais confiance aussi dans le fait que de ne pas avoir une administration toujours juste à côté, mais si je peux agir de manière agile et facile, j'aurai un niveau de satisfaction accru, me semble-t-il. Ajouter. Non. Est-ce qu'à distance, il y a des questions pour clôturer votre conférence? Mais écoutez, si ce n'est pas le cas, je remercie nos deux intervenants du jour. Donc, sur cette part importante de notre université, je veux dire, il y a toute une catégorie de personnel qui la font fonctionner au quotidien, et ce sont les personnels administratifs. Donc, on avait parlé des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs la dernière fois. L'honneur était à l'administration aujourd'hui. Donc, merci à vous. Et Jordan dans sa cabine qui... Merci Jordan à la technique. Et puis, alors j'ai pas la date exacte en tête, mais j'indique simplement que la prochaine conférence, qui se déroulera au mois de novembre, aura pour thème le financement de l'université. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup et bonne soirée.